Bien, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous Dr Hicham Youssef, analyste politique. Bienvenue avec nous, bonsoir. Bonsoir. Également Dr Kamal Gadallah, qui est professeur de littérature à l'Université de Larzaï, également analyste politique. Bienvenue, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va parler bien sûr de cette visite importante du président de l'État au Portugal. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État égyptien depuis 24 ans, ce qui est très important. Alors, comment vous voyez la visite au Portugal, du président au Portugal? Bon, bien sûr que comme une visite officielle, c'est une visite qui vient dans des moments très importants. Ici, c'est très important aussi pour l'Égypte, aussi pour d'être présente sur le surface et aussi avec un pays comme le Portugal qui est membre dans l'Union européenne aussi. C'est une visite, on peut le considérer comme une visite importante et on va parler de l'avantage ou le point positif de ces visites après. Alors, Monsieur Gadallah, en fait, l'importance de cette visite aussi, c'est que on voit qu'avec Monsieur El-Sisi, de nouer des relations avec des pays où on n'avait pas vraiment pas de fortes relations, mais des relations qui n'étaient pas à la hauteur. Alors, comment vous voyez aussi ces initiatives de la part du président qui essaye toujours d'avoir de bonnes relations avec tous les pays de tous les continents? Oui, je crois en fait que M. le Président a commencé à, si vous voulez, renoncer à l'ancienne théorie de passé qui est classifier les pays en vue de leur importance ou leur grande puissance, par exemple. Il y a des grandes puissances comme les États-Unis, la Russie à l'époque, et d'autres qui sont un peu moins impuissantes, mais très importantes aussi, comme la France, l'Angleterre, et d'autres pays qui sont peut-être au stade de relations mondiales un peu secondaires, si vous voulez, ou bien, pour ne pas dire marginalisées. Mais en fait, cette visite, il vient pour dire que n'importe quelle relation avec n'importe quel pays est très important pour l'Égypte à cette époque-là, où l'Égypte passe de moments très très difficiles en fait à plusieurs reprises, et surtout l'économie. Donc pour le Portugal, oui, ce n'est pas un grand pays européen, oui, il fait partie de l'Union européenne, oui, c'est vrai, mais il n'est pas en fait construit parmi les pays en prospérité comme la France, l'Allemagne, mais il est un pays en difficulté aussi. Peut-être le gouvernement a une vision tout à fait particulière, soit disant qu'il est plus aisé de nouer des relations avec un pays qui est moyen de nouer des rapports avec un pays très très puissant, parce que comme ça, il y aura une sorte de déséquilibre de relations. Donc, un pays comme le Portugal, il est presque proche de l'Égypte en ce qui concerne les circonstances et les difficultés économiques et tout cela, mais quand même, on pourrait aussi nouer des relations. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a, par exemple, dans le Portugal, il y a presque le même niveau de vie comme en Égypte. Il y a aussi l'artisanat jusqu'à présent, comme l'industrie des produits de cuir et tout cela. Il y a aussi tout ce qui est maritime, parce que le Portugal, c'est le premier pays du monde en ce qui concerne les études maritimes et océanographiques. Donc, on pourrait aussi se servir de cette expérience, autant donné qu'en Égypte, il y a deux mers, il y a aussi plusieurs autres courants aquatiques, et donc on pourrait servir de l'expérience portugaise à ce propos. Oui, bien sûr. N'importe quelle relation entre les pays, il y a toujours les deux volets, le volet économique et le volet politique. Alors, j'aimerais bien commencer avec le volet économique. Comment vous voyez qu'on peut renforcer les liens économiques entre l'Égypte et le Portugal, et dans quel domaine les deux pays peuvent travailler ensemble? Oui, pour parler d'abord le Portugal, il faut quand même montrer que le Portugal le porte de l'Union européenne, les côtés, comment dirais-je, les côtés ouest. Et le Portugal, il est très, très connu en Europe avec toutes les professions, dans le domaine des constructions.
on trouve tous les métiers, toutes les professions qui concernent les constructions en Europe, on trouve de Portugais. Ça veut dire qu'ils ont énormément d'expérience dans ce domaine. Et je crois que aussi l'Égypte, pour le moment, besoin de main-d'œuvre qualifiée. On peut trouver notre besoin avec le Portugal, c'est de savoir-faire, spécialement dans le domaine des constructions, parce que, comme vous savez, l'Égypte, le niveau professionnel dans presque tous les métiers, on est un peu en retard par rapport à l'Europe. Alors là, on peut trouver ça facilement avec le Portugal, et on peut faire des échanges avec eux. Le Portugal aussi, c'est un pays touristique, parce que c'est une ancienne civilisation maritime, comme dit monsieur le docteur. On peut trouver pas mal de choses, on a besoin en Portugal facilement, comme aussi monsieur le Président a annoncé le commencement de travail de commission entre l'Égypte et le Portugal pour activer ou modifier la façon de faire l'échange avec le Portugal aussi. Et je crois qu'on a trouvé pas mal de choses avec eux et j'espère que dans tous les domaines, ce n'est pas seulement dans les domaines de construction, mais ça c'est au niveau économique. On peut trouver pas mal d'écoles aussi qui on a besoin pour le moment, pour qualifier notre main-d'œuvre qui ont besoin de ça. Oui. Alors, docteur Gadalla, comment on peut profiter de ces relations dans le domaine économique, la relation entre l'Égypte et le Portugal? Ah oui, et à ce propos, je dois dire que le Portugal, il a fait recours également, bien avant nous, à la FMI pour avoir des prêts et des créances, si vous voulez, parce qu'il a passé des moments très très difficiles du point de vue économique. Donc, comment il a géré la manœuvre avec le FMI, je crois que c'est très important aussi. On pourrait réviser cette expertise. On ne peut pas dire qu'il s'agissait de faits réussis et prospères. Il y a normalement de côtés positifs et de côtés négatifs. Donc, on pourrait se servir de cette expertise pour bien, en fait, nous entretenir avec le FMI et aussi comment, par exemple, chercher à apaiser la colère populaire à ce propos. Et en ce qui concerne l'économie aussi, il s'agit d'un pays prometteur qui a aussi de l'expérience artisanale, je veux dire mon collègue. Donc on pourrait par exemple faire des ateliers d'entraînement mutuels et réciproques aussi bien en Égypte qu'au Portugal. Et il ne faut pas oublier que le Portugal n'est pas un pays en fait solitaire, ou bien n'est pas un pays qui gère en fait individuellement ou bien indépendamment les affaires économiques, mais il travaille dans le cadre de l'Union européenne. Donc, conclure de n'importe quel accord avec n'importe quel pays faisant partie de l'Union européenne, ça veut dire qu'on a déjà ouvert une porte vers en fait une coopération égypto-européenne à maintes reprises et d'une façon assez large. C'est sur ce dossier qu'il faut travailler et j'espère bien en fait que l'équipe qui est avec le président et aussi la commission qui sera nommée pour cette coopération étudie soigneusement les dossiers et les possibilités, les opportunités de coopération mutuelle entre les deux pays. Oui. Alors, toujours quand on parle aussi du domaine économique, aujourd'hui, au cours de son allocution à prononcer devant l'Académie militaire au Portugal, Monsieur le Président a bien sûr parlé de plusieurs points, dont les dernières mesures économiques entreprises en Égypte ce dernier temps. Il a salué le peuple égyptien parce qu'il est conscient des dangers qu'entoure l'Égypte et c'est pourquoi il sait qu'il s'agit de mesures très difficiles, mais il va essayer de les supporter. Alors, comment vous voyez aussi le fait que c'est la première visite du chef de l'État après ces mesures et comment ça peut être positif, tout ce qui s'est passé en Égypte ce dernier temps pour des relations, pour nouer de bonnes relations avec un pays européen en général?
Oui, normalement, en relation avec un pays européen, membre de l'Union européenne, ça veut dire avec l'Europe, l'Union européenne. Mais des décisions comme celui-là, difficiles pour le peuple égyptien, on n'a pas le choix. Il faut commencer tout de suite. Et tout le monde était d'accord pour commencer tout de suite. On n'a pas de perdre. C'est pour ça que tout le monde a accepté la dernière décision. Et ça aussi, ça joue un rôle très important au niveau international parce que l'Égypte est en train de dire à tout le monde on est en train de modifier, de faire tout ce qu'il faut pour progresser. Alors là, c'est une décision quand même courageuse de prendre pour le moment. Et aussi pour les visites concernant et pour montrer à notre homologue portugais qu'on est capable de diriger le pays vers le mieux, c'est quand même quelque chose qui compte. Parce que au niveau politique aussi, il n'y a que pas les paroles seulement, il y a quand même des décisions à prendre directement. Et aussi pour montrer tout le monde l'apparence, on dit, on fait, on essaye, on commence, on a déjà commencé. Et voilà la situation, c'est très important de montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on fait exactement, pour montrer qu'est-ce qu'on a fait comme démarche pour commencer ou lancer l'économie égyptienne. Alors exactement, docteur Gadalla, comme je viens de dire, plusieurs en fait responsables également au Portugal ont parlé, ont évoqué ces mesures en Égypte, dans la libération par exemple de la livre et toutes ces mesures. Et également il y a le FMI, alors on a eu enfin ce prêt. Comment ça peut aider l'Égypte bien sûr à encourager les investisseurs étrangers à venir en Égypte? Bon, et donc il faut mettre l'accent sur deux points tout à fait essentiels et tout à fait complémentaires. Le premier point, le fait que, par exemple, vous prenez des mesures économiques qui sont très très difficiles à accepter par un peuple qui souffre déjà, alors que les gens, en fait, gardent le sang-froid et acceptent, même avec amertume, de telles mesures, parce qu'ils souffrent, en fait. C'est un point positif, soi-disant, bon, notre monnaie elle est tout à fait transparente, limpide, il n'y a pas, par exemple, ce qu'on peut cacher. L'égyptienne, elle vaut combien, par exemple, dans les banques, comme par exemple dans les changes, les bureaux de change. Donc, c'est le même prix. Cela pourrait donner aussi un indice tout à fait positif parce que comment, par exemple, évaluer les dépenses, évaluer le profit et tout cela, donc il faut les évaluer d'une façon tout à fait équitable, tout à fait transparente. Oui, donc c'est le prix qui est tout à fait positif. Mais le deuxième point qui doit être pris en considération, mais malheureusement je ne suis pas très optimiste pour cela, en fait, de la part du cabinet qui gouverne l'Égypte actuellement, c'est le fait qu'on a gardé le sang-froid, on a patienté. Dans l'espoir de faire quoi? Dans l'espoir, par exemple, de récolter, en fin de compte, les fruits de la réforme économique, chose que ne s'est jamais passée depuis, par exemple, le temps de l'ouverture économique à partir de Sadat. Deuxièmement, on garde sur l'espoir aussi d'imposer des impôts graduels qui pourraient, par exemple, faire porter les richards et les grands hommes d'affaires et les grands fortunés aussi une partie des fardeaux de la réforme économique, chose que jusqu'à présent ne s'est pas encore produite. Donc, et cela aussi une garantie. Donc, vous pouvez par exemple croire que cela n'a rien à voir avec l'Occident, mais ce n'est pas la vérité, parce que l'Occident, qu'est-ce qu'elle garde? Elle garde premièrement la transparence, chose qui est déjà faite, mission accomplie, il n'y a aucun problème. Elle garde aussi, par exemple, comment le peuple pourrait garder son froid et la stabilité pourrait demeurer dans le pays, et on garantit l'absence de déclenchement de n'importe quelle, par exemple, protestation ou révolution. C'est très important aussi. Donc, parler de la patience du peuple égyptien, c'est tout à fait louable, mais il faut parler aussi des récompenses de cette patience.
de la garde de son Mais fonds. vous venez de dire que vous n'êtes pas très optimiste. En fait, ces mesures n'ont que quelques jours. Comment on peut récolter le fruit des mesures? C'est-à-dire, tout le monde est sûr qu'on ne peut pas avoir les résultats maintenant. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais il y a aussi ce qu'on appelle les mesures, si vous voulez, atténuantes, c'est-à-dire qui pourraient atténuer, si vous voulez, la pression des mesures économiques, surtout pour le pauvre et les indigents. Je crois que ce que le cabinet essaie de mettre sur pied actuellement, c'est mais non, je crois pas. Je crois qu'il ne s'agit pas en fait de quelque chose de tangible, de très sérieux. Je vous dis pourquoi. Parce qu'on a augmenté le prix et on a augmenté, par exemple, on a augmenté par exemple les cartes de provision, de provision. Oui. On a augmenté 3 livres égyptiens par personne. Donc ça pourrait acheter quoi? Donc c'est quelque chose en fait, si vous voulez, Mais c'est ce que je veux dire, que peut-être pour l'instant c'est pas suffisant, mais on parle de mesures qui datent depuis quelques semaines, donc même quelques jours. Alors c'est normal que ça va prendre de temps avant qu'ils mettent vraiment sur pied une structure qui pourra aider les personnes qui ont... Je le souhaite. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut les prendre en considération. Oui, je le souhaite fort. Oui, bien sûr, mais comment, par exemple, interpréter le hausse de prix et l'absence de marchandises? Oui. Mais je crois que le gouvernement doit Elle doit travailler quand même. Hein. Oui, mais elle ne travaille pas à la hauteur. Il faut qu'on soit d'accord qu'elle ne travaille pas à la hauteur. C'est ce que je dis, qu'il est encore trop tôt de juger tout ce qui s'est passé, parce que on est toujours en train de prendre des mesures. C'est-à-dire, on ne peut pas juger le travail du gouvernement après Il invite tous les cabinets de travailler plus sérieusement. Et également, quand on parle des investissements, il y a cette loi des investissements. Je crois que ça y est, on aura cette loi très prochainement. Je crois qu'il y a des rencontres continuelles entre les responsables et Monsieur le Président pour cette loi qui est très très importante pour l'investissement, surtout les investissements étrangers en Égypte. Exactement. Mais je suis d'accord avec avec une seule partie, mais le reste, le résultat, c'est pas du tout pour le moment. On a besoin de beaucoup de temps, mais quand même, on peut dire que c'est une partie de traitement. Oui. C'est pas tous les médicaments. C'est une seule médicament pour un certain tranche de ce problème économique. Alors là, il faut commencer quand même. Pour commencer, c'est très bien. Pour dire le gouvernement ne travaille pas, non, le gouvernement il travaille, mais la façon de travailler et des problèmes pareils, c'est un problème d'un État. C'est pas un problème dans le transport ou c'est un problème, petit problème comme ça. C'est tout un système. Et je crois que si on peut utiliser le mot réformer de nouveau tous les systèmes, ça, c'est un besoin de temps. Bien sûr que le temps pour le peuple égyptien, c'est un élément très dangereux de jouer cet élément, mais on a accepté quand même de patienter. On doit continuer de patienter un peu, parce qu'avec le temps aussi, on va voir les récoltes, les fruits de tout ce qui se passe pour le moment. Après, les grands projets, ça ne donne pas tout de suite. Et les nouvelles lois que l'Assemblée nationale est, avec Monsieur le Président, en train de le préparer, je crois que après le G20, l'Égypte était invitée, après le G20, c'était comment ça s'appelle, avec les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, la participation de l'Égypte aussi, et maintenant le visite le président de Singapour ici en Égypte, Monsieur le Président en Inde. Tout ça, ça travaille, ça mesure aussi, ça veut dire les nouvelles lois d'investissement, ça va sortir, c'est une loi sur mesure. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement pour venir ici, investir? On a tous les éléments tout prêts, sauf le main-d'œuvre qualifié. Ça, c'est un problème, c'est un problème énorme. Il faut le résoudre le plus vite possible, parce qu'un investisseur qui vient en Égypte, qui ne trouve pas
le main-d'œuvre qualifiée pour travailler. C'est un problème très très grave. Alors là, il faut concentrer qu'est-ce que l'investisseur il a besoin exactement en Égypte. Et je crois que c'est cette loi-là qui est en train de préparer, et ça va sortir sur mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aider tout le monde de venir ici facilement investir. Et je crois que c'est une question de temps aussi. Oui. On joue avec le temps, et c'est ça qui fait, comment dirais-je, l'élément le plus important dans tout ce qu'on fait pour le moment. Oui. Alors, en fait, docteur Youssef vient de parler d'un point important, c'est le fait de cette diversification des visites d'État et de pays, c'est-à-dire on essaye d'avoir des liens avec beaucoup de pays, continents différents, c'est-à-dire des pays complètement différents. Alors ce qui est aussi important pour l'économie, c'est avoir ça nous aide aussi à avoir une économie aussi diversifiée, c'est-à-dire les domaines par exemple dans lesquels on peut travailler avec l'Inde, mais pas comme le Portugal, la Chine, et pas comme l'Europe, l'Amérique par exemple, ou l'Amérique latine. Alors aussi c'est important, et c'est très important pour l'économie. Alors comment vous voyez aussi ce point, docteur Gamal? C'est très important, c'est très utile aussi en fait de diversifier les visites dans tous les pays du monde, parce qu'il y a là-dedans des expertises, expériences à profiter en fait, à faire profiter. Mais l'essentiel en fait pour moi en ce qui concerne les investissements des pays étrangers, c'est comment faire une étude soigneuse de, si vous voulez, les aspirations de ces pays de l'investissement en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement de l'Égypte et quelles sont les opportunités que l'Égypte pourrait offrir. Mon collègue il vient de parler par exemple de manque de main-d'œuvre qualifiée professionnelle. C'est un gros problème en fait. Donc, qui va venir travailler en Égypte? Est-ce que l'investisseur par exemple va faire venir une main-d'œuvre étrangère pour travailler en Égypte? Qu'est-ce qu'on fait? On ne réduit pas le chômage et ne fait presque rien du tout. Et l'économie à valeur ajoutée ne sera pas égyptienne. Il faut que l'économie parce qu'en fait, apparaissent, mais s'épanouissent en Égypte, parce qu'on a passé de longues années sous le système de l'économie rentable, si vous voulez, rentable, c'est-à-dire comme par exemple ce qu'on appelle l'économie de coulisses et l'économie silhouette, donc comme par exemple commission de vente des terrains qui sont l'industrie de l'agriculture. Oui, on parle du tout en fait. Donc de tels pays en fait, de tels pays sont de grands pays. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement de l'Égypte et qu'est-ce qu'ils peuvent offrir à notre pays? Parce que donc il faut aussi faire cette étude soigneuse en collaboration avec les hommes d'affaires égyptiens qui ont déjà eu des partenariats avec les hommes d'affaires étrangers. Oui. Par exemple, lorsqu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Quels sont les problèmes qui se posent à eux? Par exemple, des problèmes d'ordre routinier, par exemple, il y a des bureaucraties, il y a par exemple l'absence de telle ou telle chose, peut-être il y a de la corruption aussi, de laquelle il faut se faire. Donc, il faut bien étudier avec toute transparence, toute expertise, qu'est-ce que veulent exactement les investisseurs pour venir en Égypte. Par exemple, pour le tourisme, pour ne pas en fait aller plus loin, pour le tourisme, il y a des explosions ici en Égypte, il y avait également des explosions en Turquie ou bien dans d'autres pays. Oui. Malgré tout cela, les touristes ne viennent pas assez en Égypte jusqu'à présent. Ils commencent à venir, mais ce n'est pas d'un niveau acceptable. Et ils ne cessent de visiter, par exemple, la Turquie, la Tunisie et tout. Donc, il y a un problème là-dedans qui n'a rien à voir avec la sécurité. Donc, il y a d'autres problèmes. La sécurité, elle est présente, oui. Il ne faut pas dire le contraire. Mais il y a aussi d'autres éléments subsidiaires, peut-être principaux. Il faut les étudier, il faut essayer de déchiffrer les énigmes, en fait. Cette absence de touristes, ou bien de cette absence d'hommes d'affaires qui ont donné des promesses à la conférence de Sharm el-Sheikh, mais de telles promesses se sont évaporées, je ne sais pas pourquoi. Il y a des problèmes normalement. Lesquels, donc, il faut l'étudier soigneusement. Alors, est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans le contexte international, je sais que vous voulez ajouter quelque chose. J'aimerais bien dire quelque chose avant que j'oublie concernant les main-d'œuvre qualifiées. D'accord. Oui, j'ai compris. C'est un problème très grave, mais avec les témoins de tout le monde, les ouvriers égyptiennes sont les meilleurs. Sont les meilleurs,
Elle apprend très très vite. Je vous donne un petit exemple, sans dire les marques et tout ça. Il y a une usine ici en Égypte, vous allez imaginer avec moi, parce que cette usine existe en Égypte, qui fabrique le diagramme de tout le wiring, là, tout ce qui concerne l'électricité dans les voitures. C'est une usine anglaise qui travaille ici en Égypte, qui exporte tout ce qui concerne l'électricité pour tous les modèles de voitures, les modèles haut de gamme en Angleterre, en Europe, c'est fabriqué ici en Égypte. Et vous pouvez imaginer, il y a au moins 25 000 ouvriers égyptiens qui travaillent dans cette usine, qui produit les choses sans faute, avec une qualité énorme. Ça sort d'ici, de l'Égypte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les investisseurs étrangers, s'ils n'étaient pas tout à fait conscients de ce point, s'ils ne savaient pas qu'avec une formation adéquate, l'ouvrier égyptien serait parmi les meilleurs, il n'allait pas venir en Égypte. Alors ça, c'est sûr. Alors, oui, il faut dire les deux choses, parce que... On parle pas d'ouvrier, on parle de la formation. Lui, exactement. Il n'a qu'à recevoir une formation adéquate. Mais lui, il travaille bien, ça, c'est sûr. Alors, mais ce que je voulais vous poser comme question, c'est que on a parlé aussi de... tout à l'heure, par exemple, des problèmes dans le tourisme. Aussi, il faut dire que est-ce que le contexte international, les problèmes dans le monde entier souffre de problèmes économiques, de problèmes de sécurité. Est-ce que tout ça, ça a une influence sur l'arrivée des investisseurs en Égypte? Je suis obligé de dire quelque chose. J'ai pas eu de le dire, mais d'après mon expérience avec tous les étrangers que j'ai rencontrés dans toute ma vie, le caractère égyptien, elle a une fierté énorme. Ça veut dire on est têtu pour les tourismes, qui concerne les tourismes. Tous les pays signent un contrat avec des professionnels, des agences professionnelles pour faire le marketing. Nous, on ne peut pas dire le contraire. Tant qu'on n'a pas cette possibilité, on doit trouver une agence spécialisée. Il y a des gens professionnels qui travaillent et qui peuvent faire le marketing, parce que l'Égypte, avec tout ce qu'on a, c'est impossible. Ce n'est pas du tout logique de rester en retard pour le tourisme. Est-ce que les problèmes économiques dans le monde entier, c'est-à-dire l'Europe souffre de problèmes, l'Amérique souffre, l'Asie quand même, est-ce que tout cela, ça a une influence sur le fait qu'il y a des investisseurs qui ont maintenant les moyens ou qui veulent venir en Égypte? Je ne parle pas du tourisme seulement, je parle du contexte international qui souffre. On souffre partout de problèmes économiques. Je suis d'accord, et l'autre moitié, je ne suis pas d'accord. Parce que l'Europe... Oui, mais l'Europe en général, quelqu'un un citoyen normal, il a la possibilité de voyager au moins une fois par an. Non, je parle pas avec toutes les difficultés. Je parle pas du tourisme. Je parle des investissements en général. Je parle du fait d'avoir des investisseurs étrangers qui viennent s'installer en Égypte. Oui, mais les investisseurs, ils cherchent toujours où ils peuvent trouver des facilités. Pour lui. Je comprends tout cela. Je veux dire, est-ce que le fait que le monde entier a des problèmes économiques ça retarde un peu le venir. Pas seulement en Égypte, mais partout dans le monde. C'est tout à fait le contraire. Tant qu'on est en difficulté, on accélère les choses pour investir, pour récolter après. Parce que si on reste toujours en... Non, je ne parle pas de nous aussi. Non, je parle en général. Je parle en Europe, dans le monde entier. Quand il y a des problèmes économiques, il faut accélérer les choses, il faut trouver de nouveaux façons de traiter. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas seulement l'argent qui intervient dans l'investissement. Pour lancer un projet et pour commencer, on n'a pas besoin de l'argent au début comme après. C'est-à-dire un investisseur étranger qui vient en Égypte. Qui vient en Égypte. S'il n'a pas assez de moyens, s'il n'a pas assez d'argent, comment faire pour Non, mais l'investisseur, il ne vient pas avec l'argent seulement.
Je comprends tout Il cela. vient avec le, il vient avec le savoir-faire. Ce n'est pas l'argent seulement. C'est pour commencer comment il va acquérir avec la facilité du pays. Là, qu'est-ce qu'il va faire l'Égypte pour l'investisseur? Le terrain, l'infrastructure, comment il va payer tout ça. Les on signe des contrats. Personne paye d'abord. Personne paye d'abord de l'argent. Il vient avec son projet, ils vont étudier les projets. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire l'État pour lui? Alors là, c'est ici dans une zone industrielle, le faciliter pour avoir l'infrastructure, toutes les sources d'énergie pour faire marcher l'usine, par exemple. Tout ça c'est garanti par l'État avant qu'ils viennent pour avoir des gens qui travaillent dans les projets, alors, sur le projet. Gadol, est-ce que vous trouvez aussi que le contexte économique international n'a rien à faire avec ce qui se passe en Égypte ou partout dans le monde? Oui ou non. Si on parle par exemple des petits investisseurs, donc normalement on dit toujours que le capital est toujours lâche, brave. Et il n'aime pas le risque. S'il s'agit par exemple de petits investisseurs qui, dans la fortune, ne dépassent pas peut-être $1 milliard ou bien $1 milliard. Mais pour les grandes entreprises, dans l'expression américaine, c'est quoi? Too big to fail, c'est-à-dire plus grande pour faillir, si vous voulez. Donc, ils ne souffrent pas déjà de problèmes. Ils ne souffrent pas du tout parce qu'elles entassent toujours de l'argent et ce sont elles qui font les problèmes économiques pour des raisons, pour d'autres. Donc, il y a toujours des investisseurs. Par exemple, le mouvement de commerce international a diminué et cela a exercé une grande influence sur le canal de Suez. Alors que, par exemple, pour les Émirats, les ports des Émirats, ils récoltent combien par année? Imaginez-vous, 300 milliards de dollars par an. Donc 300 milliards de dollars par an, ce n'est pas ce qui vient en Égypte normalement. Donc c'est une grosse somme d'argent en fait qui est excessivement pour nous à gagner. Donc il y a toujours, comme vient de le dire mon collègue, il y a des bureaux d'expertise, il y a aussi par exemple des gens qui travaillent, comment attirer les investisseurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir. Donc ce que vient ici, ça sera par exemple quelqu'un qui connaît très bien le marché égyptien, c'est un marché, on achète le terrain, par exemple on les gèle pour hausser les prix, puis on vend, donc c'est une commission. La différence entre par exemple le prix payé et par exemple le prix avec lequel on a vendu, donc cette différence, elle pourrait faire de grandes richesses. Donc c'est ça le problème. Donc il faut, j'ai déjà dit cela il y a avec vous en fait dans une émission d'économie. Et il faut en fait dresser une liste de ce qu'on veut des investisseurs et ce qu'on pourrait par exemple donner aux investisseurs, ce qu'on attend d'eux et quels sont les problèmes et chercher à les résoudre. Donc il y a partout le monde des investisseurs. Par exemple, vous avez un pays comme la Chine qui a toujours du surplus d'économie, d'argent, de stock d'argent et tout cela et qui vous fonctionnez. Par exemple, elle a commencé à travailler en Éthiopie, à travailler dans les autres pays d'Afrique. Même les Arabes, par exemple, les Émirats, elle a acheté des terrains cultivables en Éthiopie, aussi en Érythrée, je ne sais pas quoi. Donc tout le monde devient Afrique pour investir, alors qu'en Égypte, parce que peut-être là-bas, ils ont eu des experts et des responsables qui peuvent, par exemple, gérer la manœuvre mieux que nous. Il faut le connaître. Et si on n'a pas les mêmes moyens, on pourrait l'importer. Si vous voulez, importation des experts, pourquoi pas? On importe par exemple les experts en football, je ne sais pas, même par exemple au cinéma, avant, pendant les années 40 ou 30, il y avait par exemple des maquilleurs, des monteurs, par exemple même des acteurs et actrices, et même par exemple des réalisateurs, des metteurs en scène, on avait des étrangers ici. Et ce n'était pas par exemple quelque chose d'un tout pour l'Égypte, non. La variété fait richesse, comme on dit en France. Donc, si on n'a pas les moyens, on pourrait acheter les moyens. On pourrait, par exemple, louer, si vous voulez, des bourreaux, par exemple, charger des bourreaux pour faire de propagande, tout cela. Et il faut aussi, un dernier mot très très important, il ne faut pas chercher à horrifier tout le monde. Lorsqu'on parle jour ou nuit, le matin, de notre lutte contre le terrorisme. Donc, quelle impression le monde pourrait prendre sur nous? C'est un pays en danger, c'est un pays qui n'est pas en stabilité, instable, un pays instable.
Donc, il faut attendre un peu jusqu'à ce qu'ils finissent leur lutte contre le terrorisme, et puis on réfléchit. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Donc, il faut, si vous voulez, une expertise médiatique, une expertise propagandiste, une expertise économique, une expertise, si vous voulez, de n'importe quel domaine. Donc, il faut chercher à faire une attraction de ces gens qui ont déjà des tonnes d'argent et que veulent l'investir, donc ils pourraient venir en Égypte. Le monde, en ce qui concerne les habitants, en ce qui concerne le commando mortel, ils souffrent. Mais en ce qui concerne les richards, je crois qu'ils sont jamais censés souffrir. C'est sûr. Alors, sur le volet en fait politique, il y a plusieurs sujets qui ont été discutés entre le chef de l'État et les responsables. Donc, bien sûr, le Proche-Orient, la Libye, l'immigration clandestine. Alors, j'aimerais commencer par la Libye. Monsieur le Président, à plusieurs reprises, pas seulement au cours de cette visite, mais à plusieurs reprises, il a demandé la levée de l'embargo sur les armes pour aider l'armée libyenne. Alors, comment vous voyez ce point? Quelle est l'importance de cela pour la Libye? La Libye est un pays très important pour l'Égypte, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Alors là, l'Égypte, elle soutient toujours la légitimité. Oui. Et c'est pour ça qu'elle demande toujours de fournir les armements pour l'armée officielle libyenne, pour terminer tout ce qui se passe pour le moment maintenant. C'est très important aussi, l'Égypte, d'avoir la tranquillité des côtés de la Libye. Parce qu'on sait tous... le Daesh, l'organisation de Daesh qui existe en Libye, c'est quelque chose aussi qui est comme le concert à côté. Et l'Égypte, pour avoir la tranquillité aussi, il faut aider les responsables libyens de trouver cette stabilité. Avec plusieurs façons. La première chose, d'aider l'armée libyenne. Deuxième chose, de présenter et passer toute l'expérience pour les responsables là-bas pour résoudre les problèmes sur la table entre eux. Et si l'Égypte de calmer tout le monde en Libye, avec tous les moyens possibles aussi, on va quand même trouver un voisin qui peut nous aider aussi parce que nous, on va faire comment dirais-je, de business avec eux, de travaux en Libye comme avant, parce qu'il y a pas mal des Égyptiens qui travaillent là-bas, ils sont ici maintenant en Égypte, ils ont besoin de sortir aussi. Tout ça, ça soulage le gouvernement égyptien, le système égyptien a besoin aussi, parce qu'il y avait, je crois que 2 ou 3 millions de... Oui, il y avait de nombreux Égyptiens en Libye. Alors là, quand la Libye trouvait souvent la chute de Kadhafi. Le tranquillité en Libye ou la stabilité en Libye, ça donne aussi un avantage pour l'Égypte pour démarrer plus, pour trouver des opportunités pour tous les ouvriers qui ont quitté la Libye après la révolution libyenne, et d'aller là-bas, de participer à Libyens pour construire leur pays. Tout ça, je crois que c'est des éléments aussi très importants dans notre situation. Oui. Ce n'est pas au niveau politique seulement, au niveau économique et de tranquillité. Oui. Alors, Monsieur le Président aussi a parlé du terrorisme, en fait. Il a parlé de l'importance de consolider les efforts sur le plan international pour mettre fin à ces groupes terroristes qui existent maintenant, pas seulement dans le monde arabe, mais maintenant on voit des qui existent partout, en France, aux États-Unis. Alors, il a parlé de l'importance d'une coopération internationale pour lutter contre ces groupes terroristes. Normalement, je crois qu'il a déjà effectivement cette coopération, parce que vous avez l'Interpol, par exemple, qui cherche à arrêter les criminels internationaux. Donc, il y a toujours cette coopération policière entre l'Égypte, les pays européens, l'Union européenne, aussi les États-Unis. L'opération des intelligences, soit intelligence militaire, soit GIS, renseignements généraux et tout. Donc il y a toujours cette coopération, il y a une coopération juridictionnelle aussi, hein, la juridiction égyptienne, la juridiction française, les autres juridictions du monde, ils travaillent toujours en commun. C'est sur le point de vue, si vous voulez, sécuritaire, judiciaire et tout. Mais je crois qu'il faut aussi une coopération, une autre sorte de coopération, c'est la coopération
intellectuelle, c'est-à-dire qu'il faut faire des études et commencer à étudier soigneusement pourquoi il y a des gens qui tendent vers le terrorisme, vers l'extrémisme. Normalement, ils sont névrotiques, c'est-à-dire ils ont de la névrose. Normalement, elles ne sont pas psychologiquement sains, ni intellectuellement. Mais pourquoi elles ont eu déjà de tels penchants, de telles activités, telles tendances? Donc, normalement, il y a des raisons là-dedans, donc il faut les étudier. Par exemple, en France, même les responsables français, lorsque j'étais un des responsables de musulmans là-bas, il m'a dit que, oui, je ne dis pas le contraire. Normalement, il y a des gens de Français, surtout par exemple, qui viennent de pays arabes de l'Afrique, qui sont marginalisés, banlieusards, qui habitent dans les banlieues, qui ne reçoivent pas, par exemple, la même bonne formation, éducation d'autres écoles françaises comme Louis le Grand, Lyon et tout cela. Donc, il y a aussi des écoles qui ne sont pas à la hauteur. Donc, les services, lorsque les services ne sont pas égalitaires, lorsque, par exemple, il y a de ce qu'on appelle l'injustice sociale, lorsqu'il y a de la corruption, lorsqu'on trouve, par exemple, qu'il y a, par exemple, des chefs d'État qui s'intéressent seulement à affermir leur autorité, comme ce que s'est passé en Syrie, par exemple. Je pourrais vous dire quelque chose qui n'est pas étonnant. Lors du déclenchement de protestations contre Bachar el-Assad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré tous les criminels qui étaient islamistes dans ces prisons. Donc, c'est eux qui ont formé ou bien contribué à former Daesh. C'est qui a fait ça? Oui, c'est l'Assad. Oui. Non, mais on ne peut pas dire des informations dont on n'est pas sûr. C'est-à-dire, il n'y a rien qui dit ça. Non, en fait, c'est l'indépendant qui a dit ça, en fait, un journaliste. Surtout en Syrie, il y a des gens qui disent tout. Alors, surtout en ce qui concerne la Syrie, il ne faut pas vraiment mélanger les choses parce que je crois que même les Syriens... C'est l'indépendant qui a dit ça, c'est pas moi en fait. C'est déjà mélangé. Exactement. Il faut pas mélanger plus. Il y a de vraies manifestations. Il y a des violences de la part de l'opposition qui a perpétré aussi des crimes. Et il y a aussi, par exemple, les Russes qui ont perpétré des crimes là-bas. Non, en fait, ce n'est pas le moment de parler de la Syrie, mais est-ce qu'on peut parler d'opposition maintenant en Syrie ou je vous parle de quoi? Je vous parle de cette coopération en fait individuelle qui pourrait par exemple faire charger des spécialistes et des chercheurs, des candidats qui pourraient travailler sur ce dossier. Quels sont les problèmes ou bien quelles sont les causes qui pourraient par exemple pousser quelqu'un à devenir terroriste? Donc c'est très très important aussi. Il faut qu'on travaille en commun pour par exemple chercher de contourner toutes les germes de terrorisme dans tout le monde. Oui. Parce que la coopération judiciaire, elle existe, la coopération policière existe, la coopération en ce qui concerne les informations, elle existe, presque dans tout le monde. Ce qui nous reste, c'est quoi? C'est la coopération académique, individuelle, qui pourrait aussi nous montrer, ou bien nous mettre en évidence le problème avec tous ces aspects et comment y remédier, et comment résoudre le cause, et comment déraciner le cause du terrorisme pour qu'il n'existe plus. Oui. Je vous remercie infiniment, Dr Kamel Gadallah, je vous remercie beaucoup, et également Dr Hicham Youssef, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée à tous. Au revoir.